très bien opposés. Donc c'est nettement différent. Cette différence qui était grâce au dépistage, parler un petit peu de la prise en charge et conclure ensuite. Très bien. Donc un petit peu d'histoire. Donc c'était grâce à un biochimiste, médecin biochimiste, ce docteur Follick en 1934 qui a fait la relation entre maladie, donc entre un retard mental constaté chez 2 enfants, une hyperphénylalaninémie. Et en 1954, Bickel a proposé un régime sans phénylalanine. Donc c'était soustraire la phényl et qui a donné de bons résultats. Monsieur Guthrie, docteur Guthrie, a fait une révolution dans le dépistage, ce qui était donc grâce à la création d'un test qui a pris son nom, test de Guthrie, donc simple et efficace. Et depuis, donc, il y a eu donc la notion de screening néonatal. Et en France, ce n'est qu'en 1972 qu'il y a eu le début du dépistage. Donc, il y a eu donc recensement de 1600 cas qui ont été traités avec un recul donc jusqu'à maintenant plus de 40 ans avec une génération tout à fait normale. On peut dire sauve. Alors chez nous, au Maghreb, donc la Tunisie est la première, on peut dire, qui a commencé à s'intéresser à ces maladies rares, surtout la phénylcétonurie, et ils ont organisé pas mal de journées. Ils sont actuellement à la 7e journée de phénylcétonurie. Alors chez nous, c'est des essais, donc on commence à s'intéresser de plus en plus depuis les années donc, 70. Il y a eu déjà des gens, déjà des aînés qui s'intéressaient à cette maladie, donc 80-90. Donc il y a le professeur du CHU laboratoire de biochimie qui avec toute son équipe, la CMI, donc notre hôpital CHU, donc Nafis Ahmoud, il y a eu des thèses, des journées scientifiques, donc ça commence quand même à bouger un petit peu et les gens commencent à s'intéresser à parler de cette maladie. Donc cette maladie qui n'est pas très rare, au contraire dans certains pays, elle est vraiment très fréquente. Par exemple, en Tunisie, ils affichent le chiffre de 1 cas sur 3600 naissances vivantes. En Algérie, malheureusement, on n'a pas le chiffre. On a des chiffres rapportés, surtout notre référence, c'est le laboratoire central de biochimie de Mustapha, qui nous donne les chiffres. Et on a quelques consultations un petit peu partout, CHUC type par exemple, qui commence à prendre en charge. Nous, à l'hôpital Nafis Ahmoud, Exparnay. Donc, par exemple, à notre consultation, on est par exemple à 36 cas de phénylcétonurie qu'on prend en charge. Je ne dirais pas tous des parents. Et quand on dit maladie héréditaire, c'est-à-dire il y a une notion de cas similaires dans la fratrie, chez les cousins, donc c'est important de dire, et c'est une maladie héréditaire du métabolisme des acides aminés, hamad aminia. Donc l'acide aminé concerné par cette maladie, c'est la phénylalanine qui est un acide aminé essentiel, c'est-à-dire indispensable. On ne peut pas, donc il est indispensable pour la synthèse de pas mal de métabolites dans l'organisme, entre autres surtout les neurotransmetteurs. Cette maladie est de transmission autosomique récessive, c'est-à-dire la chance qu'un enfant soit malade est de 25%. Et elle est due à un déficit d'une enzyme. Cette enzyme est responsable de la transformation de cette phénylalanine, rapportée essentiellement par la nutrition, en un autre acide aminé qui est la tyrosine. Donc, dans 98%, et dans le reste des cas, c'est un déficit en cofacteur. Donc, vous voyez, pardon, ouais, donc vous voyez, c'est la phényl. C'est la phényl, donc c'est l'acide aminé. Grâce à la phénylalanine 4-hydroxylase, par phénomène d'hydroxylation, se transforme en tyrosine.
Donc, ça sera bien expliqué en détail par Dr Eisel, cette partie biochimique, donc il ne peut pas m'attarder. Quand cette enzyme, qui est la phénylalanine, qui transforme la phényl en tyrosine, sera bloquée, c'est-à-dire qu'il fonctionne mal, donc il y aura une accumulation, donc il y aura un stock, c'est-à-dire la phényl, elle n'est pas métabolisée, et cette phényl en excès, elle est toxique. Donc elle va se transformer en d'autres produits qui sont toxiques. Allez-y. Très bien. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc en amont, c'est-à-dire en amont, il y aura une hyperphénylalaninémie, c'est-à-dire un taux de phénylalanine en excès dans le sang. Donc cet excès dans le sang de la phénylalanine va donc s'accumuler dans le cerveau et les dérivés de cette phénylalanine vont être éliminés dans les urines. Donc cet excès de phénylalanine va rentrer en compétition avec les autres acides aminés donc neutres. Ces acides aminés neutres qui sont indispensables pour la fabrication des neurotransmetteurs. Donc ce qui va altérer la synthèse des protéines intracérébrales et des neurotransmetteurs. Cette altération de synthèse, donc avec en aval un déficit en tyrosinémie va entraîner un déficit de synthèse des neurotransmetteurs et entre autres donc la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline. Donc ce qui va entraîner ces troubles neurologiques, intellectuels, de l'attention, du comportement, donc c'est l'expérience clinique à cause de l'atteinte cérébrale et ces dérivés dégagés donc de la phénylalanine va donc entraîner et va dégager cette odeur dite de souris de la peau et des urines. Et en sachant que la tyrosine est le précurseur de la mélanine, ce qui va donner un déficit en mélanine, donnant donc cet aspect de dépigmentation de la peau et des cheveux. Donc, vous voyez, donc, c'est le tableau clinique et le résumé. Donc, on a 3 phénotypes. Le phénotype de la phénylalanine, c'est en fonction du taux de la phénylalanine. Donc, si elle est supérieure à 20 mg par décilitre ou 200 mg par litre, on parle ici d'une phénylcétonurie typique grave, sévère. Donc, il faut traiter en urgence, c'est la forme sévère. Donc, le diagnostic non discutable. Et il y a une forme atypique ou méditerranéenne. Je pense que si on va faire le dépistage, l'Algérie va retrouver pas mal donc, de PCU atypiques. C'est entre 10 et 20 mg par décilitre. Et on a la forme, l'HPN, donc la forme hyperphénylalaninémie, modérée, permanente. C'est contre le taux, il est entre 3 et 10. Très bien, 3 et 10. Ici, il y a une simple donc, surveillance. Éventuellement, on peut même mettre sous régime s'il y a expression clinique, mais souvent c'est la surveillance. Mais il faut noter que malgré ces chiffres, ce n'est pas obligatoire qu'il y ait une corrélation entre génotype et phénotype et qu'il y ait une très grande hétérogénéité de l'expression clinique. Il faut noter que le pronostic intellectuel, donc les chiffres retrouvés dans le sang, ça ne reflète pas la gravité. Même si quand on a des chiffres bas, si le taux de la phénylalanine dans le intracérébral est élevé, donc l'expression clinique, le retard mental, donc il sera plus grave. Donc on peut dire 2 aspects cliniques. Soit donc le tableau retrouvé dans les pays où le dépistage est fait, la prise en charge est faite, c'est un autre tableau. Ou dans les pays comme le nôtre, où la phénylcétonurie n'est pas dépistée, malheureusement, donc, mais bientôt, Inch'Allah, on a des manifestations donc, cliniques qui vont être remarquées vers l'âge de 3 à 4 mois. Donc cette notion d'un déficit psychomoteur, on peut exprimer que la maman vous dira, d'ailleurs récemment on vient de me dire, une maman donc, qui a un enfant, c'est un mariage consanguin, elle me dit qu'à 3 mois, mon enfant ne sourit pas, ne tient pas sa tête, et je sens une odeur pas cancérale. Ça dégage une odeur. J'ai dit c'est une phényl, ramenez-le. Malheureusement décédé, probablement, malheureusement décédé. Donc, phényltyrosine. Donc c'est vers 3 à 4 mois, un déficit moteur, retard mental progressif. Dans pas mal de pays, même les pays sous-développés par rapport à nous, donc
Et ce dépistage qui a permis de créer une génération, vous la voyez ici, différente de la génération autre. Vous voyez la différence? C'est un enfant non dépisté et c'est un enfant dépisté. Vous voyez, c'est un autre tableau clinique. On peut dire donc, c'est des enfants qui ont un fonctionnement intellectuel normal. Et un développement donc, de QI normal qui est stable jusqu'à l'âge adulte. Et il faut noter que le devenir cognitif est corrélé à l'âge de relâchement du régime. Très bien. Vous voyez, rappelez de cette famille de plusieurs handicapés, vous voyez ces deux enfants, on peut dire c'est des enfants maintenant, c'est 19 ans et 16 ans. Après le dépistage, grâce au dépistage, ils sont scolarisés. C'est surtout pour noter rapidement noter cette différence. Vous voyez, donc ils mangent tout à fait normalement autour d'une table. Ça, c'est la sœur, 16 ans, donc elle est au collège. Donc, vous voyez, donc, une vie tout à fait normale. Vous voyez, les trois sont atteints de phénylcétonurie, ça c'est leur maman. Donc déjà, donc, vous n'entendez pas, mais elle parle déjà de la restriction, donc qu'elle ne mange pas des œufs, ni la viande, ni les poissons. Vous voyez déjà à la table, c'est des aliments hypoprotéidiques. Donc une vie tout à fait, on peut dire, normale. On ne voit pas de déficit. La différence entre la première vidéo et celle-là. Vous voyez qu'est-ce que le dépistage, peut-être j'anticipe sur l'intérêt du dépistage, mais je vais y revenir. Vous voyez, et qu'est-ce qui est très intéressant, que tout ce qu'ils mangent, c'est remboursé. Donc l'hypoprotéidique, c'est pris en charge par l'assurance. D'ailleurs, c'est la lutte, ce qu'on veut avoir, c'est que nos enfants mangent, parce que c'est des produits très chers, mais la maman, elle signale que, déjà, vous voyez, c'est riche, donc elle peut choisir, c'est varié. Donc, elle va vous montrer maintenant les aliments hypoprotéidiques, vous voyez, et c'est pris en charge par l'assurance. Donc, tout ça, donc, c'est un quota, c'est des cartons que reçoivent tous les 3 mois, avec, ils ne payent rien, mais même chez eux, c'est récent, c'est grâce aux associations de parents de malades, de maladies orphelines. Ouais, donc, et le coût, c'est vrai que c'est cher, c'est 3000, elle parle de 3000 francs, donc en euros en soi, mais déjà, mais c'est une nécessité. D'accord? Mais maintenant, il y a apparition de nouveaux problèmes. Maintenant, on parle d'une obésité, d'un surpoids, vu le régime. Donc, l'indice de masse corporelle est élevé, donc qu'on peut traiter. La croissance naturelle peut être altérée en cas de restriction protéique trop importante. C'est-à-dire c'est des problèmes liés au non-respect du régime. Ce n'est pas à la maladie phénylcétonurie, c'est à la diététique, donc c'est des problèmes réglés par nos diététiciens. Donc un dispositif alimentaire, c'est-à-dire s'il y a écart du régime, c'est les problèmes. C'est-à-dire ce n'est plus le handicap, ce n'est plus le déficit moteur, ce n'est plus le fardeau pour la société, c'est une personne très active, utile, donc universitaire, rentable pour la société. Et c'est en fonction de l'écart qu'il y a ce tableau. Et récemment, donc, on a un autre problème, on peut dire, c'est l'apparition d'une nouvelle entité de fiction, c'est les PCU maternelles. C'est-à-dire, c'est les femmes désireuses d'avoir. On n'a pas cette étape de l'handicap, c'est de permettre à une femme d'avoir un enfant. Donc c'est un exploit. Et donc on peut le réaliser grâce à un régime très strict, car la figure elle est tératogène. Maintenant, pour la prise en charge, déjà notre but de prise en charge, c'est établir le protocole de prise en charge donc, après le diagnostic. Alors c'est après le dépistage. Donc quand il faut le dépistage, déjà c'est la prise en charge qui commence. Mais alors que chez nous, c'est après le diagnostic qu'on doit prendre en charge. Donc dès le départ, on doit définir le niveau de contrôle désiré en fonction de l'âge, plus l'enfant. Et âgé plus, on peut relâcher dans l'âge. Plus il est jeune, plus on est plus sévère sur le régime. Donc déjà, notre diététicien va encore peut-être bien expliquer. Donc on peut lâcher le régime vers l'âge adulte. Même certains ailleurs, ils disent qu'on doit maintenir l'équilibre, un taux qui ne dépasse pas les 30 mg par décilitre. Même à l'âge adulte, parce que cette augmentation de la phénylanémie va se répercuter sur l'intelligence et le problème donc, de ces adultes. C'est-à-dire maintenir un équilibre à vie pour permettre une bonne fonction cognitive.
Et ainsi, donc, on voudrait bien organiser cette prise en charge, donc, et définir donc, la présence des personnes. La prise en charge, donc les personnels impliqués, c'est vrai, c'est une maladie un petit peu connue, et donc la prise en charge doit être coordonnée, et c'est des médecins référents qui doivent être toujours consultés avec des centres de référence, mais tout le personnel médical, paramédical est concerné par cette prise en charge de vinyle. C'est-à-dire on doit comptabiliser la quantité de vinyle que l'enfant doit prendre. Donc c'est des calculs en fonction de la tolérance, une prise en charge par diététique, et en réduisant le taux de phénylalanine, qui est un acide aminé essentiel, on doit remplacer ce manque par des mixtures ou des mélanges d'acides aminés pour remplacer le manque. Ainsi, donc, répondre à la faim de ces enfants en leur donnant des produits hypoprotétiques, donc pour compenser cette manque. Il y a une autre prise en charge médicamenteuse proposée, c'est le Cubran ou le dichlorhydrate de sapropteryx. C'est en 2012 qu'ils ont obtenu leur AMM. Donc c'est un traitement de l'adulte de l'enfant de plus de 4 ans jusqu'à maintenant. Ça commence à s'élargir, son utilité, donc son efficacité discutée, donc beaucoup de gens qui parlent de l'efficacité de plus en plus. On propose des acides aminés neutres. C'est par phénomène de compétition avec... L'intitulé de la communication d'aujourd'hui va se porter sur le diagnostic biologique et le dépistage néonatal, le suivi biologique de la phénylcétonurie et l'intérêt du dépistage néonatal. Désolée encore pour le retard. Donc, pour commencer, la phénylcétonurie, on ne dira jamais assez que c'est une aminoacidopathie qui est due à l'accumulation sanguine de la phénylalanine et ayant comme conséquence néfaste et irréversible un retard mental. Par contre, grâce au dépistage néonatal, qui permet un diagnostic précoce et donc une mise en route d'un traitement thérapeutique rapidement, permet d'éviter l'apparition du retard mental. C'est une maladie à transmission autosomale récessive. Comme l'a dit Dr Saadaoui, on a un cas, 25% de chance d'avoir un enfant phénylcétonurique. Mais bon, moi j'ai eu une famille qui a 4 enfants sur 4 phénylcétonuriques. Donc la fréquence de 25% n'est pas, c'est vraiment au hasard. Donc c'est une transmission autosomale récessive. Le gène est porté sur le chromosome 12 et sur lequel on a pu déchiffrer et dénombrer plus de 500 mutations. Ce sont beaucoup plus des mutations ponctuelles, c'est-à-dire c'est des petites mutations. Il n'y a pas de délétion, il n'y a pas d'insertion. Donc c'est une maladie à transmission autosomale récessive. La fréquence de la PCU est variable d'un pays à un autre. Nous avons des pays où la fréquence elle est élevée, tels que la Turquie, la Tunisie. Nous avons aussi des pays où la fréquence, l'incidence de la pathologie elle est très faible, tels que les pays asiatiques, le Japon. Et nous avons des pays où la fréquence est plus ou moins intermédiaire, tels que la France. L'incidence en Algérie n'est pas encore connue, mais on peut supposer que la fréquence en Algérie pourrait être entre celle de la France et de la Turquie, vu la position géographique et vu l'histoire de colonisation. Donc, un bref rappel du métabolisme de la phénylalanine, qui est un acide aminé essentiel qui doit être apporté par l'alimentation. Il subit un métabolisme purement hépatique, assuré par 2 voies. Alors, je n'ai pas de pointeur, désolé. Donc, nous avons la voie principale qui permet l'hydroxylation de la phénylalanine en un autre acide aminé qui est la tyrosine, en présence de la phénylalanine hydroxylase, la PH, qui est une enzyme strictement hépatique. Et pour que cette enzyme fonctionne, il lui faut un cofacteur qui est la tétrahydrobioptérine, communément appelée PH4. En plus de cette voie métabolique, comme je l'ai dit, principale, nous avons une voie mineure qui consiste en une transamination de la phénylalanine
en acide alpha-cétonique à élimination urinaire. Parmi ces composés, nous avons le phénylacétate, le phényllactate et le phénylpyruvate. La physiopathologie de la PCE, elle est intimement liée au métabolisme hépatique de la phénylalanine. Pourquoi? Parce que la PCE se traduit biologiquement par une jamais assez que la réaction FeCl3, ou communément appelée phénystix, a fait ses preuves. Donc, c'est une réaction qui est très facile, on le verra après. Nous avons sur la deuxième étape le diagnostic sérique de la phénylalanine. Et en troisième lieu, la détermination du profil sanguin et urinaire des ptérines. Ce profil, cette détermination ne se fait pas encore en Algérie, parce que ça nécessite un équipement assez lourd. C'est une technique qui est assez lourde, comme je vous ai dit, et aussi, vu la fréquence des enfants qui ont une PCU maligne, dans la population phénylcétonurique, elle ne représente que 2 à 3% des cas. Donc, c'est vraiment, c'est une technique vraiment, même dans les pays développés, elle est réservée qu'à des laboratoires et des centres de référence. La réaction au FeCl3 ou au phénystix, c'est une réaction qui est simple, rapide, qui permet de rechercher le phénylpyruvate dans les urines. Et quand cette urine elle est riche ou elle contient une quantité élevée de phénylpyruvate, cette urine se colore en vert. Donc la réaction elle est dite positive. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'il y a beaucoup de faux positifs et qu'elle n'est positive, cette réaction n'est positive qu'à partir de 50 jours de vie chez le nourrisson. C'est-à-dire 1 mois et demi à peu près. Le bébé il a déjà 1 mois et demi. Là, à ce moment, plus ou moins, les dégâts neurologiques sont plus ou moins bien installés. Donc, c'est la raison pour laquelle cette technique n'est plus utilisée pour le dépistage néonatal. On arrive à la technique de diagnostic et de confirmation, c'est le dosage de la phénylalanine, qui peut se faire soit sur sérum, soit sur tache de sang, déposée sur papier buffat. Pour les deux prélèvements, pour les deux types d'échantillons, la technique de dosage, elle est la même, c'est la fluorimétrie. Pour cette technique de fluorimétrie, elle nécessite un équipement bien particulier qu'on appelle spectrofluorimètre. J'ai pris l'initiative de prendre la photo du spectrofluorimètre qu'on a à notre service, dont on dispose depuis déjà 8 ans, et sur lequel on peut réaliser non seulement le dosage de la phénylalanine sur du sérum, mais aussi sur papier buffat, et sur lequel on fait maintenant depuis quelques semaines le test au BH4. Cette tache de sang, comme vous le voyez, elle est fine, elle est facile plus ou moins à recueillir, mais il faudrait que cette tache de sang soit conforme, uniforme, qu'elle soit homogène et qu'elle remplisse tout le cercle pour pouvoir réaliser un bon dosage de la phénylalanine. Sinon, on va tomber dans un dosage en négatif ou en positif, c'est-à-dire qu'on va donner un résultat qui sera faussement élevé ou bien faussement bas. Cette tache de sang a été la plaque tournante dans l'installation et la mise en place du dépistage néonatal dans les pays développés. Vous savez tous, c'est quoi un dépistage néonatal? C'est la recherche systématique chez tous les nouveau-nés de marqueurs biochimiques d'une ou de plusieurs pathologies. Donc, au moment où cette idée de dépistage néonatal s'est créée, il fallait établir 3 règles d'or. La première règle d'or, c'est les pathologies qu'on va dépister. Elles doivent être des pathologies à révélation précoce et qui nécessitent un traitement pour éviter ces séquelles handicapantes, ces séquelles neurologiques. Le deuxième point, la tache de sang. Cette tache de sang qui peut voyager, qui peut être envoyée par la poste, dont la détermination peut être différée sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, avec une conservation plus ou moins, des conditions de conservation plus ou moins aisées, faciles, a permis l'accès au dépistage néonatal
à toutes les naissances, même les enfants ou les bébés qui naissent dans des zones rurales. Donc, ça a été vraiment la plaque tournante du dépistage néonatal. La troisième étape, ou le troisième principe du dépistage néonatal, c'était d'établir les critères nécessaires dans le choix de ces pathologies. Et ces critères de choix ne se basent pas uniquement sur la pathologie qu'on va dépister, mais aussi la technique. Par quelle technique on va dépister ces maladies? Donc, je vous ai listé les quelques critères pour choisir la maladie. Il faudrait que la maladie soit difficile à diagnostiquer cliniquement. Il faudrait qu'elle soit sévère avec des séquelles handicapantes. Il faudrait que le diagnostic précoce soit nécessaire pour entamer le traitement et pour qu'il y ait une bonne réponse au traitement. Il faudrait que cette thérapeutique, bien sûr, soit efficace, ce traitement soit efficace et qu'il soit surtout disponible. Et le cinquième point, la fréquence de la pathologie doit être élevée dans la population qu'on veut cibler ou qu'on veut dépister. On a l'exemple au Canada, on réalise le dépistage néonatal de la tyrosinémie parce que la fréquence de cette pathologie est plus ou moins élevée par rapport aux autres pays européens. Et au fait réalisé sur cette tache de sang, nous avons les anomalies du métabolisme des acides gras, nous avons les aciduries organiques, mais il faudrait garder en tête qu'on ne peut pas le lancer du jour au lendemain. Il faudrait choisir une ville pilote. On va prendre l'exemple de la wilaya d'Alger. Pour plusieurs raisons. L'accès aux soins, les techniques, il y a de nombreux CHU, les compétences techniques. Donc, en plus, c'est la ville où il y a le nombre de naissances le plus élevé. Nous arrivons à une moyenne de 60 000 naissances par an. Notre objectif au cours de la première année du dépistage néonatal, c'est au moins pouvoir dépister sur 10 000 bébés, 10 000 naissances, au moins sur la première année. Puis, voyons la réussite, mais aussi les problèmes auxquels nous serons confrontés, on pourra réaliser l'extension du dépistage néonatal sur les différentes maternités d'Alger. Puis pourquoi pas l'extension aux différentes villes, les grandes villes, et puis l'extension sur le territoire algérien. Mais pour commencer ce dépistage néonatal en Algérie, il faudra aussi savoir et garder en tête certains points. Ça demande du temps. En France, ça leur a pris 15 ans, avec l'implication de 3 services de pédiatrie et de 3 laboratoires. Ça leur a pris 15 ans pour disposer de l'appareillage adéquat, des réactifs et du personnel qualifié. Le dosage national doit être assuré au moins aux différents CHU de manière régulière et pérenne. Et on peut supposer, Ça fait 2 fois qu'on est convaincu de traiter les boulons. نعطيها دي فوا الانفيرالمون هذا السيرو دي فوا يطاق فيها دي فوا ما يطاقش فيها. هذا واش حبيت نسقسي الدكتور سكاتوي اسكو يقدر يعطيني معلومه اللي تقدر تخلي لي بنتي باش نشوف بكم. C'est un problème de convulsion d'épilepsie, ça fait partie de la maladie. Donc, du tableau clinique, il faut bien équilibrer donc, déjà la clinique pour essayer et c'est vrai, il y a toute une liste, je l'ai pas, de médicaments qui ont déjà une maladie assez importante qu'on doit prendre en considération. Donc, si on peut les éviter, c'est tant mieux. Si on ne peut pas les éviter, donc il faut ajuster avec la diététicienne le nombre de parts, donc réduire les parts de la santé, la protection sociale, etc. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, c'est-à-dire que ces pouvoirs publics ont pris des mesures nécessaires de façon à ce qu'ils prennent en charge d'une manière très sérieuse cette question, cette maladie. Donc, je sais peut-être... la réponse... Madame Benjera, son fils elle avait 2 enfants. Elle a le grand Hichem, qui est condamné, ça y est, il a 22 ans. Et donc, il n'a pas fait le dépistage. Parce qu'en général, sur le carnet, le 5e jour, le 8e jour, il a mis le dépistage. Le carnet, on le livret de naissance. Mais quand ils sortent, on ne sait pas à qui s'adresser. Le parent parfois, l'enfant.
Et on connaît quand même un petit peu ce que c'est d'avoir une fille handicapée. Mais là, donc c'est plus grave. Comme docteur Isaac qui a expliqué tout à l'heure, par les odeurs, المشاكل تاعهم ساكنوا كامل. Donc طفلة تعيب لك والولد راجل شوفي 20 سنة في عمره يمات دير له حاشاكم حاشا قدركم avec tout le respect que je vous dois اللي couche comme un enfant تاع 6 شهور. يا شكون واحد يحملها يدير هذا الشيء هذا كامل. ما يهمش de toute façon on est tout au courant de tout ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Moi je vous conseille de mettre les parents, que ce soit les parents ou les médecins ou tous les gens qui sont là, qui participent et connaissent bien la maladie de la phénylcétonurie, la maladie هذه نديروا اليد في اليد ورانا جزائريين بلادنا لاباس بها وفيها الخير. في عون يجيبوا لنا شجر تاع واسمو هذيك التمر يديروهم لها في ليزوطوروت هذوك يجيبوهم الحليب والماكله ديال هذو ياكلوهم. D'accord? Donc l'hôpital Mustafa, il y a des services concernés qui jouent un rôle énorme. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. بصح ما يكفيش سواء لي بروفيسور ولا لي ميدسان يعني ما شاء الله مي هما ما راهوش الحل ما راهوش في يدهم كامل. لازم حنا تاني نعاونوهم.